qui occupe cette technique. Je suis accompagné de Frédéric. Comment vas-tu? Très bien toi. Bien aussi. Vous avez présenté au Styx dernièrement, donc pas très longtemps par rapport au moment où on enregistre, l'usage du LLM dans un contexte d'amélioration pour détecter des mauvaises utilisations de PowerShell. Donc, de la façon dont tu m'en parlais, en tout cas, moi, je n'ai pas assisté à la dite présentation, n'était pas en France au moment où elle a eu lieu. Malheureusement, j'essaie de faire mieux l'an prochain et d'être au Styx. Mais cela étant dit, la façon que tu m'as présenté ton sujet, c'est que tu vas faire vous avez fait une première introduction au LLM, puis ensuite vous descendez dans le PowerShell. Je trouve ça très intéressant de faire une forme d'introduction parce qu'on en parle beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'on comprend tout ce qui est lié au LLM et tous les tenants et aboutissants, et donc notamment ce qui va donner à la deuxième partie de notre discussion sur le PowerShell, donc d'où on est capable de tirer un bénéfice très important d'utiliser le LLM dans ce contexte. Je vais te laisser partir avec ça. Eh ben, merci pour cette introduction. Effectivement, les travaux dont je vais parler sont des travaux qu'on a fait chez Glimpse sur l'utilisation de LLM pour détecter du PowerShell malveillant et qui ont valu du coup une présentation au STIC, donc une conférence de cybersécurité très technique, on va dire, en France, qui a lieu à peu près en juin, à peu près tous les ans. Où justement on a pu présenter ça. L'idée de effectivement notre échange là, c'est on va commencer sur une partie un peu introduction à qu'est-ce qu'un LLM. Je pense que c'est quelque chose que aujourd'hui tout le monde devrait savoir, hein, même un peu comment ça fonctionne, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, etc. Parce que mine de rien, on en voit partout. Hein, donc qui rappelle LLM, hein, Large Language Model, donc les grands modèles de langage. Ce sont tous ces modèles capables de traiter du texte alors, en très grande quantité, pas forcément, parce qu'au contraire, ce sont des modèles qui sont plutôt costauds généralement. C'est les modèles qui sont grands, pas forcément le texte. Mais surtout, celui que le que le public connaît le plus, hein, ChatGPT d'OpenAI. Et c'est vrai que ce sont des modèles qui apportent quand même beaucoup de choses, qui sont énormément utilisés, dont on parle beaucoup. Et je pense que c'est important de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Ensuite, évidemment, on parlera d'une application un peu plus concrète de ces grands modèles de langage pour montrer un peu ce qu'on veut faire avec. Le but de pourquoi cette volonté de présenter un peu ce que c'est qu'un LLM. J'ai vu un post là il y a pas très longtemps sur un réseau social de quelqu'un qui disait, j'ai répondu en lui disant j'adore cette comparaison et je pense que je la réutiliserai. Que finalement aujourd'hui tout le monde utilise Chrome pour aller sur Internet, ce qui fait d'à peu près énormément de monde des experts de la navigation sur Internet, ce qui est absolument pas choquant d'ailleurs. Hein. C'est pas pour autant que tout le monde est un expert C++, parce que Chrome est fait en C++. Voilà, il faut bien distinguer l'expert utilisateur de l'expert qui va savoir programmer son Chrome. Finalement, le LLM aujourd'hui, le ChatGPT, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup d'experts en ChatGPT et encore une fois, je trouve que c'est une compétence, c'est une nouvelle compétence qui n'existait pas il y a 2-3 ans, hein, d'être capable d'utiliser un outil comme ChatGPT pour faire du marketing, pour écrire des cours, pour faire avec ma femme par exemple, on fait des exercices pour enfants, hein, en personnalisant des exercices de mathématiques sur les sujets d'intérêt de l'enfant par exemple, pour les aider à y être intéressés, etc. Enfin, donc c'est une vraie compétence l'utilisation de ChatGPT, mais ça ne veut pas non plus dire que on sait développer un algo d'IA, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent. Oui, il y a une différence assez énorme entre les deux. Puis effectivement, de savoir converser avec le LLM, tout dépendant le modèle qu'on choisit, n'est pas une mince tâche. Les premières essais peuvent être assez douteux en termes de résultats. Et c'est justement cette compétence-là qui va nous aider à l'utiliser mieux. Mais en même temps, les modèles grand public, c'est-à-dire ceux à qui on n'a aucune capacité de contrôle sur ceux-ci, sont déjà prémontés, préfaits pour un usage très spécifique, qui est un usage pour le grand public avec les forces et les faiblesses que ça a.
On va aller plus loin que ça d'ailleurs. Puis c'est là où les gens qui naviguent sur le web des gens qui vont concevoir des sites web ou concevoir des plateformes de commerce électronique. Donc, on va commencer à basculer de l'autre côté, d'être un simple prompt engineer, comme les gens aiment bien dire, vers quelqu'un qui va être encore beaucoup plus costaud en termes de connaissances et de compétences, mais pas juste en conversant, mais vraiment en comprenant. Exactement. On va pas non plus faire de tout le monde des experts en C++ qu'il y a derrière Chrome, mais au moins s'assurer que tout le monde sache ce que c'est que du code informatique et comment ça fonctionne. Voilà, c'est un peu ça le niveau de parallèle. Du coup, on va aborder deux choses finalement. On va aborder l'intelligence artificielle, donc artificial intelligence, et puis une autre forme d'intelligence que nous on aime bien en cybersécurité, qui est la threat intelligence. Et le but, ça va être vraiment de faire le croisement entre ces deux-là dans cet épisode. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un LLM? Voilà, on va commencer par ça. Et avant même d'aller sur un LLM, on va parler du deep learning. Le deep learning, alors on pourrait encore aller avant sur ce que c'est qu'un réseau de neurones. Donc on va effectivement commencer un petit peu quand même sur le réseau de neurones. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? C'est un algorithme mathématique qui prend quelque chose en entrée, qui le manipule et qui donne quelque chose en sortie. Et au début, quand on prend un réseau de neurones non entraîné, ce qui va arriver en sortie sera quasiment aléatoire par rapport à ce qu'on aura mis en entrée. On n'a aucun contrôle et c'est évidemment pas du tout ce qu'on veut. Nous, nos modèles, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme spécificité? C'est que ce qui va être en entrée, ça va être du texte, par exemple. On va principalement parler de texte. Et ce qui va être en sortie, ça va être le mot suivant. On dit ça souvent que les LLM, ils n'ont jamais que la capacité à prédire le mot suivant. C'est un peu vrai, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu vrai. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est que, étant donné un ensemble de textes, le mot qui suit, on veut qu'il soit pertinent, finalement. Et en fait, après, quand on va utiliser un LLM, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va donner un texte, par exemple, la question qui est posée par l'utilisateur. Ça va calculer le mot suivant. Et puis, du coup, on va avoir le mot suivant. Et donc, on va redonner au LLM, on recommence à zéro, on redonne au LLM la question et le mot qu'on a calculé. Il va donner le deuxième mot, puis on redonne au LLM la question, les deux mots qui ont été calculés, ça va donner le troisième mot, etc. Et de manière itérative, comme ça, mot après mot, en fait, on va utiliser le LLM à chaque fois le même pour générer le mot suivant et donc générer la réponse. Concrètement, c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire non plus que le LLM ne sait que trouver le mot suivant, parce qu'au moment où il calcule les probabilités pour le mot suivant, en fait, c'est parce qu'il sait déjà quelque part la construction de la phrase qu'il va vouloir mettre derrière. Donc ça, c'est le principe du LLM. Donc c'est un réseau de neurones comme un autre, qui a une entrée et qui donne une sortie. C'est juste que l'entrée, c'est un texte et la sortie, c'est un mot. En tout cas, c'est une densité de probabilité d'un mot. Mais bon, pour simplifier, on va dire que ça va donner un mot. Le deep learning, quand on dit deep learning, en fait, on parle de réseaux de neurones profonds. Ce qui veut dire que ce sont des réseaux de neurones qui ont beaucoup de couches qui se succèdent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couche dans un réseau de neurones? Ce qu'il faut voir quand on visualise un réseau de neurones ou quand on construit un réseau de neurones, on donne justement une entrée. Alors, par exemple, on va prendre sur des images. C'est un poil plus concret que sur du texte. L'entrée, par exemple, d'une image, si on prend une image qui fait 100 par 100 pixels, notre entrée, ça va être 10 000 valeurs. Si c'est une entrée en noir et blanc, par exemple, ça va être 10 000 nombres entre, par exemple, 0 et 256. Ou entre 0 et 1 si ce sont des flottants, par exemple. Et ces 10 000 nombres représentent chacun un pixel de l'image. Donc 100 par 100, on en a 10 000. Le réseau de neurones, en fait, va prendre ces 10 000 nombres, va les manipuler et va en produire des nouveaux. Ça va être la première couche. Donc du coup, il va avoir à la sortie de la première couche un autre ensemble de nombres. La deuxième couche va prendre ces nombres-là, va les manipuler et va en produire un nouvel ensemble de nombres, etc., etc. Donc chaque couche va faire ça. Chaque couche va prendre en entrée un ensemble de nombres, va les manipuler et va donner un nouvel ensemble de nombres. On va faire nos couches une après les unes après les autres. Et à la sortie d'un LLM, en l'occurrence, la toute dernière couche, ce sont des probabilités pour les mots. Donc de manière assez schématique, il faut imaginer qu'on a, par exemple, on a un vocabulaire avec, 50 000 mots. Et en fait, du coup, notre réseau de neurones va donner 50 000 valeurs, qui seront des valeurs entre 0 et 1, qui seront la probabilité que ce soit le bon mot. Donc, je sais pas si ma phrase est
où est-ce que tu habites, la probabilité pour le mot suivant, par exemple, que ce soit le mot pomme de terre, alors pomme de terre c'est un ensemble de mots, mais carotte, voilà, à la limite carotte, va être très très faible. La probabilité pour que ce soit Paris va être relativement élevée. Si c'est que tu es au Canada, bah, c'est vrai que la probabilité, qu'en plus tu es francophone, la probabilité que ce soit Montréal ou Québec, par exemple, va être parmi les plus élevées, etc. Donc voilà, il va comme ça donner un ensemble de probabilités, et puis on va utiliser ces probabilités pour pour savoir quel bon mot va être le suivant. Alors après, quand je dis que il prend un ensemble de nombres, il en crée un nouvel ensemble de nombres, qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'arrête juste sur en tout cas les réseaux classiques, type linéaire, etc., on va parler que de cela, même si après ça c'est des détails d'architecture, hein. On parle des transformers par exemple, beaucoup pour tout ce qui est traitement du langage. On va parler de réseaux convolutifs, tout ce qui est traitement du signal et notamment des images, etc. Ça c'est des architectures différentes, mais schématiquement ça fonctionne à peu près tous de la même manière. Si je reprends ma première couche, j'ai 10 000 valeurs en entrée. Je vais les multiplier avec une matrice qui va faire par exemple 10 000 fois 10 000. Donc hop, là ça y est, on a 100 millions de paramètres. Ça va vite hein, quand on parle de ces choses-là. Hein. Non d'ailleurs, non, c'est pas... non, ça veut... je dis une bêtise. Non, si, oui, c'est ça. Oui, non. Si je garde 10 000 valeurs à la sortie, c'est ça. C'est-à-dire que je vais avoir donc 10 000 valeurs en entrée. Supposons que j'ai une matrice qui fasse 10 000 par 10 000. Je multiplie mes 10 000 valeurs par cette matrice. J'obtiens un nouvel ensemble de 10 000 valeurs. Et puis, bah, je fais ça à chaque couche. En réalité, c'est un petit peu différent, mais en gros, c'est un peu ça. Et cette matrice de 10 000 par 10 000, ce sont des paramètres. C'est ce qu'on appelle les paramètres. Au début de l'entraînement, ces paramètres, ils sont complètement aléatoires. C'est-à-dire qu'on met que des valeurs complètement aléatoires dans cette matrice-là. Et puis, on va prendre notre première phrase, par exemple, on va la passer, on va faire la multiplication, on va avoir un résultat, et on va avoir du coup nos probabilités de mots. Donc par exemple, où est-ce que tu habites? Et puis on va avoir des probabilités de mots. Et comme je disais tout à l'heure, au début, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que la probabilité de tomber sur carotte est exactement la même que de tomber sur Montréal. Sauf que nous, on connaît la bonne réponse, puisque là, on parle de la phase d'entraînement. En phase d'entraînement, on va prendre des valeurs, on va prendre des textes pour lesquels on connaît finalement la suite. Comme on connaît la bonne réponse, on est capable de dire, bah non, c'est pas carotte, c'est plutôt Montréal. Et là, on va corriger notre réseau de neurones. C'est-à-dire qu'on va modifier tous ces paramètres, qu'on appelle les poids. Donc c'est 10 000 valeurs. Hein. On va les modifier un petit peu, alors pas trop quand même, mais un petit peu, pour faire en sorte d'augmenter la probabilité que la réponse soit Montréal ou Québec, et de baisser la probabilité que ce soit carotte. Donc on va tout modifier un tout petit peu, toutes nos valeurs. Et puis on va le faire avec une autre phrase, et puis on va modifier un petit peu, puis on va le faire avec une autre phrase, on va modifier un petit peu, etc., etc. Et en fait, petit à petit, on va mettre à jour ces valeurs-là. À chaque fois, à chaque étape de notre entraînement, en fait, avec chaque exemple de notre jeu de données d'entraînement, on va modifier ces valeurs-là pour faire en sorte que ce qui sort derrière correspond, les probabilités qui sortent derrière correspondent effectivement aux vraies valeurs des textes qu'on a dans notre jeu d'entraînement. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. C'est assez simple. Hein. Donc après, voilà, on va revenir un peu dessus, mais sur comment ça se passe, quel temps ça prend, etc. Mais c'est vraiment ça notre objectif, c'est avoir les bons poids qui vont correspondre à un réseau de neurones entraînés. Alors là, j'étais très schématique parce que j'ai fait comme si on avait qu'une seule couche, hein, par exemple, etc. Dans la pratique, il y a tout un travail sur ces architectures justement, parce que elles se valent pas toutes. On parle de réseaux convolutifs pour les images, par exemple, ou pour le traitement du signal. Ça, c'est des choses qui vont très très bien fonctionner pour des données type continues, justement, comme des signaux. On parle des transformers dans le cadre du traitement du langage. La capacité du transformer, ça va être un petit peu différent. Ça va être d'être capable de focaliser son attention sur des parties spécifiques du texte. Je vais revenir aussi dessus après. Et en fait, tout le travail et toute la difficulté, enfin, il y a plusieurs difficultés pour réussir à avoir un modèle, on va dire aussi bon qu'un ChatGPT par exemple. C'est que il faut avoir les bonnes données pour l'entraînement, il faut avoir la bonne architecture de réseau de neurones, et il faut avoir l'infrastructure qui permette de faire le calcul. Pour donner un ordre de grandeur, quand même, si vous voulez faire votre propre LLM,
votre propre modèle. Alors, c'est des valeurs qui changent tout le temps, hein, évidemment. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive justement à baisser les coûts d'entraînement, etc. Là, j'ai vu récemment, je crois qu'il y a Andrei Karpathy, qui est un des pontes de l'intelligence artificielle, qui a présenté une architecture et du code pour entraîner un modèle équivalent à GPT-2, alors c'est quand même pas aussi bon que ChatGPT et donc GPT-3 et 3.5, mais il arrive à entraîner GPT-2, je crois, pour $20, $20 US, donc ce qui commence à être plus beaucoup. Ouais, c'est une très bonne différence parce que jusqu'à présent, si on parle des gros modèles, GPT-4, Gemini et Claude notamment, on parle de millions de dollars normalement pour faire la phase d'entraînement de ces modèles-là. Donc, ça devient quand même prohibitif pour quelqu'un Mm. qui voudrait expérimenter des modèles plus sophistiqués. Alors effectivement, parce que si on regarde les ordres de grandeur, par exemple, la première étape, ça va être le dataset, le genre d'entraînement, pour lequel il va falloir du texte. GPT-3, par exemple, a été entraîné sur à peu près 570 gigaoctets de texte, hein, donc un demi-téraoctet. Ça fait beaucoup quand même, un demi-téraoctet de texte. Et puis là, il faut aller chercher sur plein de choses. C'est-à-dire que ça peut pas être juste une source de texte, par exemple. Donc généralement, quand on fait ça, on va aller récupérer. Alors c'est tout le débat d'ailleurs, hein, sur la manière dont OpenAI fait ça, hein. Ils vont aller récupérer des livres entiers, Wikipédia, à peu près l'intégralité de Wikipédia, des sites comme Stack Overflow, Reddit, des choses comme ça. Donc maintenant, ils ont même des accords, hein, avec un certain nombre de ces plateformes-là. Ils ont des accords aussi avec des sites d'actualité pour récupérer des articles de journaux, des choses comme ça. Le but pour eux, ça va être d'avoir la plus grande variété de textes. Et c'est ça d'ailleurs, hein, les améliorations ces 2 dernières années. Il y en a eu pas mal sur justement la qualité des jeux de données d'entraînement, parce que clairement c'est vraiment crucial. Et on pourrait lui mettre toutes les questions et toutes les réponses, je sais pas, de Stack Overflow. Il se trouve qu'elles se valent pas toutes. Il y en a qui vont apporter plus de connaissances que d'autres. Et donc plus on arrive à cibler et à avoir des jeux de données qui sont de bonne qualité, moins ça va être coûteux derrière de faire l'entraînement. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, hein, c'est que de plus en plus, on va utiliser des langages de modèles, enfin des LLM, pour évaluer la qualité de données, pour savoir si on les met ou pas dans un jeu d'entraînement. Ce qui est assez malin, hein, quand on y réfléchit, hein, on va pouvoir comme ça améliorer. Et on va voir d'ailleurs, c'est presque un peu ça qu'on fait sur notre histoire de PowerShell. Donc beaucoup de texte. Ensuite, on prend un cluster, enfin une grappe de potentiellement milliers, hein, voire dizaines de milliers de GPU, hein, donc alors anciennement de cartes graphiques. On appelait plus vraiment ça des cartes graphiques, hein, mais même si c'est Graphic Processing Unit, GPU. Mais en gros, ça, ce sont des puces dédiées au calcul parallèle. Je pense qu'on avait parlé, hein, dans nos épisodes précédents, hein, ce qui est une des, une des choses qui a permis la révolution de l'intelligence artificielle depuis, enfin, c'était en 2012. Moi, je place ça à peu près en 2012. C'est la capacité et la volonté d'NVIDIA, hein, qui fait des cartes graphiques, à ouvrir ces systèmes de programmation à des développeurs qui font pas du jeu vidéo et du vrai graphique. Parce qu'en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que quand on fait du graphisme, ce qui nous intéresse, c'est par exemple, enfin une tâche énorme qu'on fait énormément en graphisme, c'est on prend une image, on la transforme et on la fusionne avec une autre image. Et ça, c'est éminemment parallélisable. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que en fait, c'est plein de pixels, et puis en fait, on va faire une transformation, c'est-à-dire qu'on va appliquer la même formule mathématique à tous les pixels, et puis après, on va avoir deux images, on va les additionner, c'est-à-dire qu'on va avoir voilà, 1 million de pixels d'un côté, 1 million de l'autre, et on fait une somme entre les deux. Et ben ça, c'est hyper parallélisable, et donc c'est pour ça que les cartes graphiques se sont beaucoup développées. Hein, la différence avec un processeur d'ordinateur, c'est qu'un processeur d'ordinateur va pouvoir traiter énormément d'instructions différentes, mais de manière très séquentielle, alors qu'une carte graphique va être plus limitée dans ses types d'instructions qu'elle sait générer, enfin, qu'elle sait gérer plutôt, mais elle peut le faire de manière extrêmement massivement parallèle, sur des Ouais, milliers, des dizaines de notamment milliers de valeurs à la fois. le parallélisme, puis le type de calcul qui est utilisé, tu parlais des matrices, notamment sont très puissants au niveau des matrices, sont capables de manipuler des choses comme ça, dans lequel un processeur généraliste, un CPU, n'est pas capable de faire ça avec ce même degré d'efficacité-là. En ce sens-là, puis il y a même mieux que ça, maintenant, c'est plus des GPU, c'est soit des TPU ou des NPU, tout dépendant de qui on parle, c'est des Tensor ou des Neural Processing Unit, qui sont même encore plus spécialisés dans le calcul très pointu que demande ce type
de calcul-là, qui est très spécifique essentiellement, qu'on ne retrouve pas ailleurs que là. Oui. Bah, c'est ça, parce que le calcul de base qu'on va faire dans un réseau de neurones, c'est de la multiplication de matrices. Et pareil, c'est hyper parallélisable. Toutes les valeurs peuvent se traiter en parallèle. Et en fait, le deuxième enjeu, justement, il y a la capacité de calcul. Et aujourd'hui, même, c'est presque même le plus gros enjeu, c'est la bande passante de la mémoire. Parce que mine de rien, quand on a des valeurs en entrée, une matrice, des valeurs en sortie, ça veut dire qu'il faut aller lire toutes ces valeurs au début, les manipuler, les réécrire à la fin. Et en fait, ce qui va être critique, ça va être cette fameuse bande passante de mémoire qui aujourd'hui est de plusieurs centaines, voire milliers de gigabits par seconde. C'est absolument colossal Oui, ce qu'ils sont capables de faire. notamment, puis on a des champs de recherche spécifiques pour justement faciliter cet élément-là ou la compresser. Apple a sorti des papiers d'ailleurs dans cet angle-là où il était capable de recompresser l'état de mémoire parce que dans le fond, ils sont capables de compresser la mémoire pour le passé. Et comme tu le mentionnes, il y a un gain assez énorme de pouvoir ramener un plus grand nombre d'informations dans le GPU ou le NPU, tout dépendant, pour être capable de le traiter plus rapidement, plus des technologies d'imbrication de la mémoire directement dans le GPU et ainsi de suite. Là. Exactement. Et donc c'est ça qui a permis beaucoup de progrès, hein, sur tous ces calculs. Et donc pour faire notre entraînement de LLM, hein, il va falloir ça. Hein, il va falloir quelques milliers de GPU, même s'ils sont très puissants, il en faut quand même beaucoup. Et puis après, on va quelque part compresser le texte dans un réseau de neurones. Et ça, c'est assez rigolo parce que, on peut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on va dire, on a de l'ordre de 500, 1000, à peu près, on va dire 500 gigaoctets de données. Et en fait, notre réseau de neurones, il va pas être aussi gros que ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a des excellents réseaux de neurones qui vont être sur les 7 milliards de paramètres. Donc, ça fait à peu près 7 gigaoctets. Et pourtant, ces 7 gigaoctets contiennent toute la connaissance qu'il y a dans le texte, à peu près, hein, évidemment. Parce que c'est une forme de compression, parce que tout ce qui est redondant aura été supprimé, parce que le modèle, à force d'être capable de comprendre le texte, en fait, va stocker les concepts qui sont derrière. Donc, il va stocker des relations, par exemple, entre des villes et des pays, des choses comme ça, ce qui va lui permettre de reconstruire un peu de manière automatique, comme je disais tout à l'heure, hein, où est-ce que tu habites, sachant que tu es québécois et francophone. Et bah du coup, il va faire des liens et se dire bah ok, la réponse c'est sans doute Québec, Montréal, des choses comme ça, parce que en fait, il aura compressé toute cette information-là pour être capable de sortir ce qui est derrière. Et donc ça, cette phase-là, hein, c'est vraiment l'entraînement à proprement parler. Si on prend l'exemple de ChatGPT, par exemple, ça a été de l'ordre de 1000 GPU de type A100, qui sont en gros les plus gros, qu'il y avait il y a 2 ans, pendant 34 jours. 34 jours d'entraînement. Donc ça coûte à peu près entre 2 et 5 millions de dollars. À l'époque, quand ça a été fait, c'était ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, on paye 2 à 5 millions de dollars à Microsoft, et on attend une trentaine de jours. Alors je dis à Microsoft parce que l'infra d'OpenAI est chez Microsoft, mais vous pouvez donner ça à qui vous voulez lorsque vous entraînez votre LLM, mais il faut quand même les avoir. Et là, on obtient un modèle de base, un modèle de fondation. Ce qu'on appelle un modèle de fondation, c'est vraiment un modèle qui a été entraîné de manière assez générique sur une problématique. Donc, par exemple, justement, la génération de texte. Mais à cet état-là, par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas du tout un chatbot, par exemple. On n'a pas du tout de ChatGPT. On a GPT. C'est-à-dire qu'on a un modèle à qui on est capable, qui est capable de, par exemple, on lui donne la moitié d'un article Wikipédia, il va être à peu près capable d'écrire la suite. Parce que c'est là-dessus qu'il aura été entraîné. C'est-à-dire qu'il sait compléter du texte. Mais si on lui pose une question, il y a des questions, il n'en a pas vu tant que ça. Il en a eu sur Stack Overflow, sur Reddit, éventuellement. Mais il va pas savoir exploiter. Par exemple, Stack Overflow, Reddit, c'est des choses qui sont assez orientées. Mais à côté, il aura lu, l'intégralité de Wikipédia sur l'histoire de France. C'est pas pour autant qu'on va pouvoir à ce moment-là le questionner pour lui dire quel roi gouvernait la France à telle date, par exemple. Parce que là, on est vraiment dans le principe du chatbot. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc, c'est le principe du fine-tuning. Donc, comme on indique, même si c'est un mot anglais, c'est voilà, on va affiner notre modèle pour une tâche spécifique. Et là, par exemple, si on veut faire un chat GPT, on va affiner notre modèle pour être capable de faire de la question-réponse. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va prendre des données dites labellisées, c'est-à-dire des données
qu'on a construites. Donc, je crois que de mémoire, ChatGPT, c'était quelques centaines de milliers de chats de questions-réponses, des choses comme ça. Et on va lui présenter ça. Et il va, du coup, on va l'entraîner vraiment dans le mode de fonctionnement qui fait du question-réponse. Jusqu'à ce qu'il sache bien faire. Et c'est là qu'on obtient ce qu'on appelle un modèle spécialisé, qui va être dédié à notre tâche. Et c'est là que l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même. Je parlais tout à l'heure de 1000 GPU pendant 30 jours. Donc 30 000 GPU jours, en gros. Là, pour faire un fine-tuning de ce type-là, on est de l'ordre de 4-8 GPU pendant une journée. Donc on est passé de 30 000 à 8. Donc c'est quand même, je vais dire infiniment moins, non pas tout à fait, mais c'est considérablement moins cher de faire cette étape de fine-tuning. Et c'est ça qui est génial, parce que justement, c'est là que ça nous met des capacités extraordinaires dans les mains aujourd'hui. Et quand je dis nous, c'est à peu près n'importe quel domaine. C'est que, alors ChatGPT est pas, les modèles d'OpenAI ne sont pas open source, donc on peut pas les utiliser. Mais il y a eu, en plus d'OpenAI, beaucoup de compagnies qui ont diffusé des modèles que l'on peut utiliser de manière open source. Il y a Llama, par exemple, qui vient de Meta, donc le groupe de Facebook. Il y a Mistral, qui en a publié plusieurs. Et puis il y en a plein d'autres aujourd'hui qui existent. Il y a même des travaux universitaires sur ces sujets-là. Il y a Hugging Face aussi qui a une place assez intéressante, assez importante dans cet écosystème. Et donc en fait, on va avoir plein d'organismes, entreprises ou pas, qui entraînent des modèles et qui vont les mettre en open source. Alors, me demandez pas quel est leur business model. Il y en a, leur but est pas de faire de l'argent, donc la question se pose pas. Ça va être de la subvention ou quoi. Il y en a où le but c'est de bien se faire connaître, et puis après ils vont avoir des versions payantes meilleures, etc. Voilà, il y a plein de business. On retrouve ça dans les plus petits modèles là, comme Gemma de Google. Apple en a fait un comme ça. Llama est un exemple. C'est le volet non commercial, mais ils ont quand même un volet commercial. Dans le cas de Llama, probablement à l'interne de Facebook, Meta qui utilise ça. Fait que c'est une façon pour eux de le tester publiquement un certain nombre de choses. Mais ça, c'est ça qui est important dans ce que tu as expliqué. C'est des modèles fondamentaux. Les modèles fondamentaux, c'est les plus dispendieux à faire entraîner. Et ce qui devient agréable pour nous, parce qu'on prend un modèle fondamental et ensuite, à une journée d'entraînement à pas si tant d'argent que ça, on est capable d'amener ce modèle-là à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous. Et justement, c'est tout le plaisir et le bénéfice. Mais je ne comprends pas, qu'on prend Mistral, par exemple, où ils tirent leur argent pour réussir à donner ça publiquement. Google, je peux comprendre. Llama, avec Meta, je peux comprendre. L'argent leur sort par les oreilles, donc c'est tel que tel. Mais un Mistral, comme toi, je me questionne sur le modèle d'affaires qui soutient ce grand partage-là. C'est Mistral, c'est vrai que globalement c'est un petit peu comme OpenAI, c'est beaucoup de financement au départ, type levée de fonds, etc., d'investisseurs. Et après, on le voit sur OpenAI, qui a complètement converti maintenant son modèle avec les ChatGPT payants, etc. Je dis pas que c'est rentable OpenAI aujourd'hui, et je pense que ça ne l'est pas encore, mais à la limite peut-être. Mais je pense que voilà, c'est un peu ça la visée. C'est après d'en avoir un service qui soit suffisamment qui termine par être rentable. Et c'est vrai que Mistral par exemple, moi je trouve qu'ils ont fait très très fort justement avec les modèles qu'ils ont diffusés en open source, parce que ils ont sorti des modèles qui sont vraiment très 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 compétitifs. Et ils auraient pas fait ça, ils auraient juste fait un service. Aujourd'hui, personne ne les connaîtrait. Donc je pense qu'il y a, voilà, c'est une forme de communication qui coûte cher, certes, mais voilà. Les autres, par exemple, je crois que c'est Llama. En fait, on peut l'utiliser pour une utilisation non commerciale tant qu'on a moins de, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est un ordre de grandeur, de 500 millions d'utilisateurs. Donc c'est intéressant parce que ça leur permet juste d'écarter les Google, X, Amazon, etc., etc. C'est-à-dire que toute compagnie qui a plus de 500 millions d'utilisateurs n'a pas le droit d'utiliser Llama, sans licence spécifique. Mais les compagnies en dessous ont le droit. Donc là, c'est très, comme ça, on voit très bien de qui se protège, quoi. en gros, quand ils font ça. Donc ça, c'est vraiment important. Cette étape de fine tuning, et c'est
c'est pour ça que pour moi c'était important de faire l'introduction sur qu'est-ce que c'est qu'un entraînement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'entraînement, voilà, on va mettre à jour tous ces poids, etc. Parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de modèle de fondation, c'est ce qu'on va pré-entraîner, et pourquoi est-ce qu'on parle de fine-tuning ensuite. Et du coup, c'est ça qui nous permet d'imaginer ce qu'on est capable de faire derrière. Et quand je dis on, c'est à peu près tout un chacun. Hein. C'est vrai que si je fais le calcul, 4 à 8 à 100 pendant une journée, je crois que c'est des puces qui doivent être de l'ordre de 2-5 $ de l'heure, quelque chose comme ça. Donc on va dire 4, fois 4, 16 de l'heure, fois 24, c'est 32. Ouais, sur l'ordre de 500 $, quoi, à peu près. Ce qui est assez peu hein, par rapport au nombre qu'on a dit avant. Hein. On parlait de 2 à 5 millions pour le modèle de fondation, 500 $ pour faire ce fine tuning. Ah oui, ça veut dire que clairement, on peut se dire voilà quelle est ma problématique. Je mets 500 $ dedans et du coup j'ai mon modèle dédié. Et là, on peut se dire bah, qu'est-ce que j'ai comme problématique et qu'est-ce que je peux faire. Par exemple, moi c'est pas mon métier, mais je me dis bah si je prends plein de mails, je peux faire de la classification de spam. Je prends voilà tous les mails que j'ai en historique dans mon entreprise depuis des années, tous ceux qui ont été signalés comme spam par mes utilisateurs, et je vais entraîner un modèle de classification. Ça, là pour le coup, presque envie de dire que c'est assez facile. Ce qui va être encore une fois déterminant, ça va être la qualité du jeu de données. Hein, et typiquement, par exemple, moi, quand je reçois un spam, souvent je le supprime, souvent je le marque comme spam, mais régulièrement aussi je fais rien. Et c'est là qu'on commence à mettre le doigt sur une difficulté. C'est-à-dire que si moi je me dis, je prends mes mails et j'en entraîne un classifieur de spam, ça veut dire qu'il faut que je m'assure que dans toutes les années passées, à chaque fois que j'avais un spam, je l'avais bien mis comme spam. Parce que sinon, bah, mon modèle en fait va apprendre que ces choses-là ne sont pas des spams. C'est juste que sur le moment, j'avais vu le mail, hop, je suis passé à quelque chose d'autre et je l'ai laissé dans ma boîte et je me suis dit voilà, j'avais pas, ce mail-là ne valait pas que je perde mon temps à appuyer sur la touche. Et on va voir que ça c'est quelque chose d'important pour la suite. Chez Glimpse, nous, notre métier, c'est la détection de virus, de fichiers malveillants. Et donc notre sujet, ça a été bah, comment est-ce qu'on peut utiliser ces modèles-là pour détecter des fichiers malveillants. Alors on travaille beaucoup sur les binaires hein, à la base, code binaire, etc. La petite différence, c'est que cette fois-ci, on parle de texte. Hein. À chaque fois, hein, quand on a parlé de LLM, hein, Large Language Model, c'est vraiment basé sur du texte. Il y a pas trop, il y a des méthodes, il y a des choses pour traiter sur des binaires, etc. Mais c'est un peu différent. En tout cas, les modèles de toute façon qui sont publiés sont généralement entraînés sur du texte. Donc, on n'est pas allé regarder sur des binaires, mais on a allé voir sur une autre problématique qu'on rencontre énormément aujourd'hui en cybersécurité. Et là, c'est le PowerShell. Difficulté du PowerShell. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du PowerShell ou de lire du PowerShell. Globalement, on peut rouler sa tête sur son clavier, ça fait un script PowerShell valide. C'est quasiment comme du Perl, ça. C'est ça, ouais. Ah non, non. La différence du Perl, c'est que le Perl, si t'écris proprement, c'est pas du Perl valide. Le Perl, ce n'est qu'une succession de points, de égales et de crochets dans tous les sens. Non mais très de plaisanterie. Enfin, les gens chez nous qui ont travaillé pas mal hein, sur le PowerShell justement, en ont régulièrement les yeux qui pleurent. Hein. C'est extrêmement permissif. On peut faire extrêmement de choses. Et du coup, bah, c'est vrai quand on se dit je veux faire de la classification de script PowerShell malveillant, c'est super dur. C'est super dur parce que le développeur peut faire ce qu'il veut. Donc Ouais, on s'est dit bah on va. Ouais. C'est ça, puis ça, c'est une nuance importante parce que c'est un langage qui a été développé pour les administrateurs de système, pas pour les développeurs. Et Exactement. normalement, là, on est dans deux classes de gens. Les développeurs sont formés académiquement de suivre une façon, une recette. Et en général, ils font un code qu'on pourrait qualifier assez propre. Ce qu'un sysadmin n'est pas du tout parce qu'il n'a pas suivi cette formation-là. Donc, il n'a pas été entraîné dans sa tête à produire du code propre. Donc, il va produire, puis Microsoft a développé un langage qui était adapté pour des gens qui n'ont pas nécessairement cette formation-là. Donc, ils sont ultra permissifs, bien au-delà de ce normalement on devrait tolérer d'un langage qui nous amène dans une situation comme tu mentionnes.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça, c'était un point que je peux mentionner maintenant. Quand on a fait notre jeu d'entraînement, il nous a fallu deux choses. Il nous a fallu des scripts malveillants, des scripts bienveillants. Euh, Ce qui est sur les scripts bienveillants notamment, donc on avait pris plusieurs sources, et puis nos résultats à la fin n'étaient pas exceptionnels. Et pour plusieurs raisons. Et en fait, du coup, on a ajouté un jeu de fichiers non malveillant, hein, toujours, qu'on a réussi à trouver qui correspond à des scripts d'administration vraiment. C'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, on prend un GitHub, on va collecter sur GitHub plein de scripts PowerShell. Là, on va tomber plutôt sur des développeurs, hein, justement du code un peu propre, etc. Alors que là, on a trouvé un dépôt de plusieurs milliers de fichiers qui sont vraiment des scripts d'administration, donc faits par des administrateurs système. Et donc ça, on a pu l'ajouter dans notre dataset justement de scripts bienveillants. Et ça a été, justement intéressant. Justement, c'est là qu'on va aussi parler des ordres de grandeur, hein, finalement, sur combien est-ce qu'il nous faut de scripts pour entraîner notre modèle de classification, concrètement. Ce qu'on a fait, nous, d'abord, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du modèle de fondation qu'on a utilisé. On a utilisé Star Encoder, donc qui est un modèle qui a été entraîné sur du code informatique, spécifiquement. Alors, il est pas très gros, hein, j'ai presque envie de dire que c'était un petit Large Language Model, hein, donc un petit grand modèle de langage. Il fait 175 millions de paramètres. Donc à comparer GPT-3 qui doit en faire 1000 fois plus, hein, c'est 75 milliards. Donc c'est pas un énorme modèle de langage. Et lui, il a été entraîné sur des tâches donc liées à du code informatique, sur 85 langages de programmation, notamment sur des tâches de reconnaissance de type de code, enfin des choses comme ça. Et c'est un modèle qui est assez bien adapté justement à la classification. Donc là, on a pris ce modèle-là. Et puis là, il y a un moment où on se dit, mais combien est-ce qu'il nous faut de scripts bienveillants et malveillants? Et c'est là qu'on voit que l'ordre de grandeur est vraiment pas le même que quand on fait le modèle de fondation. Pour faire un parallèle, c'est un petit peu comme si on prenait deux personnes. On prend quelqu'un qui a jamais vu un langage de programmation de sa vie et on lui dit, je vais t'apprendre à détecter les PowerShell malveillants. Et je vais t'en fournir plein jusqu'à ce que tu sois bon. Je vais te fournir des PowerShell non malveillants et des PowerShell malveillants. Le mec, il a jamais vu un langage de programmation de sa vie. Il va passer quelques mois, si ce n'est quelques années, juste à comprendre ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une variable, etc. Pour petit à petit s'affiner et finir par dire, ok, quand il y a tel type de comportement, ça veut dire. Et donc, peut-être que dans 2 ans, le mec sera complètement expert en détection, effectivement, sur du PowerShell, mais il sera passé par énormément d'étapes. Si à l'inverse, je prends un développeur senior qui depuis 30 ans développe dans 85 langages de programmation, justement, qui par contre n'a jamais rien connu de la cybersécurité. Voilà, il a vécu dans un monde où ça n'existe pas. Donc je sais pas ce que c'est que malveillant ou quoi, mais ça fait 30 ans qu'il est développeur. On se doute bien qu'on va lui en donner beaucoup moins. Je pense que honnêtement, à mon avis, en lui filant une centaine de bienveillants, une centaine de malveillants, si c'est pas beaucoup moins même que ça, il saura très bien ce que ça veut dire un PowerShell bienveillant, un PowerShell malveillant. Et ça, c'est le fine tuning. C'est vraiment la même chose. Il est déjà expert dans son domaine. Il a jamais vu la tâche spécifique sur laquelle on veut l'entraîner. Mais du coup, juste avec quelques exemples, il va pouvoir utiliser toute la connaissance qu'il a déjà pour acquérir cette nouvelle compétence. Donc, c'est ce qu'on va faire nous. Et en l'occurrence, nous, quand on a fait notre entraînement, au final, on a utilisé de l'ordre de quelques milliers, 4000 scripts bienveillants et 2-3 000 scripts malveillants. Pareil, c'est très peu. Enfin, en apprentissage machine, en IA, etc., 4000, 6000 fichiers, c'est vraiment c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et puis du coup on avait nos bienveillants, nos malveillants, et on a entraîné un classifieur. C'est un algorithme à qui on a appris à dire 0 ou 1. 0 si c'est pas malveillant, 1 si c'est malveillant. On l'a fait tourner, ça a duré, c'est même assez rapide. On a pu, ça a duré, je crois, quelques heures ou une journée éventuellement. Et puis on avait notre premier modèle. Alors là, c'est pareil, il y a deux possibilités. Il y a deux manières de faire. Le modèle qu'on a utilisé, donc notre Star Encoder, en fait, il prend le script en entrée et il donne en sortie un ensemble de valeurs, ce qu'on appelle un embedding en IA,
qui est en gros un vecteur de plein de dimensions, hein, je crois que c'est 768 dimensions pour lui, qui va décrire le script. On est encore une fois un peu dans une forme de compression. Ce vecteur-là, en fait, par exemple, si on prend deux scripts, on va avoir deux vecteurs différents, et puis on va pouvoir comparer ces vecteurs-là, et puis deux scripts similaires vont avoir des vecteurs similaires, deux scripts complètement différents vont avoir des vecteurs complètement différents. Ça, on peut beaucoup l'utiliser pour justement faire de la déduplication de scripts, des choses comme ça. Voilà, le principe de l'embedding, c'est quelque chose qui est assez classique en machine learning. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est se dire, je prends tous mes scripts, je les transforme en embedding grâce à mon modèle star encoder qui sait créer justement un embedding, et j'entraîne un classifieur sur ces embeddings. Donc il va prendre ces vecteurs et dire en fonction de ces vecteurs-là, qui sont un peu une forme de description de notre script, il va dire est-ce que c'est malveillant ou pas. Ça, c'est le tout premier qu'on a fait. C'est bien, mais pas top. Notamment parce que le modèle, il a été entraîné sur des tâches, par exemple, je crois qu'il est entraîné sur deux tâches différentes, celui-là. C'était par exemple, on lui donnait deux séquences de code et il devait dire est-ce que ces séquences de code vont ensemble. Donc en fait, on prenait soit dans un même fichier par exemple deux lignes à la suite, de manière un peu schématique, soit dans deux fichiers différents, une ligne de l'un, une ligne de l'autre, et il doit comprendre dans quel cas est-ce que ces lignes vont ensemble ou pas. Ça, c'est une assez bonne méthode pour entraîner un modèle, justement à devenir intelligent et à savoir lire du code finalement sur une tâche assez basique et assez simple à générer. Le problème, c'est que ça a rien à voir. C'est du code informatique, mais ça n'a rien à voir avec de la classification de malware. Ce qui veut dire que l'embedding qui est généré, qui va être très bien pour faire par exemple, quand on fait du RAG, on se rappelle le RAG avec un LLM, on va mettre des documents et on va créer des embeddings. Et en fait, quand on va poser une question, on va transformer la question en un embedding, ce qui va nous permettre de chercher le document qui a l'embedding le plus proche. Et ça va très bien marcher, par exemple, pour ce genre de choses. Mais si on veut aller plus loin, l'embedding, c'est quand même une forme de compression assez forte, et il aura perdu énormément d'informations. Et donc, le fait qu'on soit sur quelque chose de malveillant ou pas, ça va pas forcément être suffisamment bien représenté dans l'embedding. Donc la deuxième étape, c'est de dire, on prend nos scripts, on les passe dans notre modèle, on a le classificateur derrière, mais cette fois-ci, on va entraîner aussi le modèle. Parce que ce que j'avais dit avant, la petite subtilité, c'est que j'avais dit on passe les scripts, on récupère l'embedding, et on part de l'embedding pour entraîner un classifieur. Mais on part du principe que l'embedding, il est figé. Là, cette fois-ci, on a fusionné le modèle qui fait l'embedding et le classifieur qui va derrière. On les met vraiment l'un derrière l'autre, et on entraîne l'ensemble. Alors au début de l'entraînement, on a tout le début du modèle qui est déjà pré-entraîné, et ça c'est parce qu'on exploite notre star encodeur. Le classifieur à la fin qui lui est complètement aléatoire, donc lui il va très vite arriver à des premiers résultats, et puis petit à petit en fait on va affiner, alors très doucement parce qu'il faut pas trop le perturber le modèle de base. Lui c'est déjà bien lire du code, on veut pas non plus perdre complètement cette capacité-là. Donc là il y a un peu de subtilité dans le fine tuning toujours, de dire je veux apporter une nouvelle compétence, mais je veux continuer à conserver ce qu'il savait déjà faire. Il y a pas mal de jeux à faire là-dessus. Et là, on obtient du coup un deuxième modèle qui est le modèle complet avec le star encodeur plus le classifieur, et lui, il va être nettement meilleur. Ça, donc, c'était notre deuxième étape. Et là, avec ça, on a déjà amélioré les résultats. Et on a regardé, c'était bien, mais c'était pas top encore. Ce qu'on regarde généralement, c'est tout ce qui est, ce qu'on appelle les faux positifs, faux négatifs. C'est tous les scripts qui sont mal classés. Et puis là, on a découvert quand même pas mal de choses. On en avait pas mal, des faux positifs et des faux négatifs. Et on en avait plus que ce qu'on espérait quand même, concrètement. Par rapport à ce qu'on a fait, tout ça, la démarche, on espérait des meilleurs résultats. Et puis on a creusé un peu. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces faux positifs et ces faux négatifs? Où est-ce qu'il se trompe le modèle finalement? Et là, on a découvert des choses. Alors, nous, on a appelé ça des faux négatifs, et puis des vrais faux négatifs, et puis des faux positifs, et des vrais faux positifs. Donc là, attention, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Non, je vais expliquer ce qu'il y a derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu de données qu'on a utilisé, il était, on va dire, pas exceptionnel. Parce qu'on a été récupérer des fichiers sur Internet, on a pris des fichiers qui sonnaient aux antivirus, par exemple, on
on a dit, bah ça, voilà, ils sont dans l'antivirus, donc ils sont malveillants. Puis ceux-là, on les a récupérés sur Internet, sur des GitHub, donc ils sont pas malveillants, tout ça. Et puis en fait, quand on a commencé à regarder, par exemple, si on regardait les faux positifs, hein, donc c'est un faux positif, hein, c'est un modèle qui est dans qui est pas censé être malveillant, un fichier qui est pas censé être malveillant, mais quand on le passe dans notre modèle nous dit ça c'est malveillant. Là, on dit bah pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Donc là on regarde et on a trouvé qu'en fait dans notre dataset de fichiers qu'on pensait non malveillants, il y avait des trucs qui étaient quand même plutôt malveillants. Donc, il a fallu se poser, se poser un certain nombre de questions. Par exemple, j'ai en tête, hein, on avait un Poche C2, donc c'est un command control d'un cheval de Troie qui s'appelle Poche, P-O-S-H, qui était effectivement dans notre dataset bienveillant, notamment parce que c'est du code open source qui vient de GitHub, hein, ce genre de choses. Donc ben voilà, il y a des malwares qui sont sur GitHub. Hein, alors, non, on appelle ça des outils d'administration hein, quand c'est dans ce cas-là. Hein, ce n'est plus un malware, c'est un outil d'administration. Mais bon, on voit très bien, on voit très bien ce qu'on peut faire avec. Donc en fait, on avait des fichiers comme ça où finalement ce qui est très compliqué, c'est que notre algo on a induit en erreur. Hein, parce que quand il a vu ça, on lui disait bah ça c'est pas malveillant, et puis lui quand il regardait il disait bah ouais ok bon bah ok bah je dirais que c'est pas malveillant si tu me le demandes, mais quand même c'est pas évident. Et en fait du coup ça c'est vraiment l'enjeu de la qualité du jeu d'entraînement. Si on a comme ça du bruit, si on a des erreurs dans le jeu d'entraînement, et ben forcément le modèle va être moins bon à la fin. Dans les faux négatifs, qu'est-ce qu'on avait dans les faux négatifs? J'essaie de me rappeler un petit peu. On avait par exemple, donc faux négatifs. Là, on est sur des fichiers qui étaient dans notre dataset de fichiers malveillants, mais que notre algo ne détectait pas comme malveillants. On avait par exemple des scripts qui font l'installation de persistance. C'est-à-dire que là, on était sur des scripts qui vont, par exemple, hein, on peut avoir dans un installeur d'un logiciel quelque chose qui va faire que le logiciel va redémarrer tout seul au prochain démarrage. Ça peut être légitime en fait, parce qu'il y a plein de logiciels qui s'exécutent au démarrage de l'ordinateur et bien à un moment il y a un script potentiellement qu'il a installé. Et donc du coup on se retrouve des fois pareil avec des choses où on a un peu de doute, etc. Et il a fallu à chaque fois se poser les questions. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces fichiers-là? Et c'est là, quelque part, il y a plusieurs actions possibles. Le faux positif que je mentionnais tout à l'heure, Poche C2, par exemple, on s'est dit, bah, celui-là, il était dans notre dataset bienveillant, on le bascule carrément en malveillant. Parce que, en fait, pour nous, il est malveillant, hein, c'est un cheval de Troie, etc. Un fichier qui va installer de la persistance en redémarrage, éventuellement, on va se poser un petit peu plus la question. Donc, dans ce cas, ça nous est arrivé de les enlever, hein, carrément. Parfois, on avait quand même des vrais faux positifs hein, ou des vrais faux négatifs. C'est-à-dire que là, c'était des vraies erreurs. Hein. On en a eu un, par exemple. Alors, il était rigolo. Celui-là, c'est un keylogger, donc qui était dans notre dataset malveillant. On l'analyse, on regarde. Bah, c'est effectivement un keylogger par email. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire sur les événements Windows des touches. C'est assez brutal quand même. Hein. Des touches clavier. Il va recevoir les événements de touche clavier, et puis bah, quand il en a suffisamment en mémoire, il envoie un mail sur une adresse prédéfinie. C'est violent, hein, mais bon, à la limite, ça marche. Hein. Ouais, non, mais on parle pas de la subtilité, mais effectivement, c'est assez... mais ça a un objectif malveillant. Voilà, ça a un objectif malveillant, donc là, on est vraiment sur du malveillant. Et bah, je sais pas, notre algo, peut-être que pour lui, comme il voyait des adresses mail, etc., c'est peut-être des choses qu'il avait vues dans des contextes plutôt bienveillants. Donc, il était plutôt pour le mettre en bienveillant. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a fait ça, en fait, on a un peu nettoyé notre dataset. Et là, on a refait l'entraînement. Ce qui a permis justement d'être efficace sur cette phase-là, c'est vrai, j'ai quand même pas précisé ça. Ce qu'on a regardé, c'est les faux positifs et faux négatifs de notre algo. C'est-à-dire que on avait un jeu de données, bienveillant, malveillant. Avec ce jeu-là, on a entraîné un modèle. On a utilisé ce modèle sur l'ensemble du jeu de données pour savoir où est-ce qu'il se trompait. Comme ça, on a regardé les endroits où il se trompait pour éventuellement les corriger. Du coup, on a amélioré nos données.
Et à ce moment-là, on a réentraîné un modèle. On a de nouveau regardé où est-ce qu'il se trompait. C'était plus les mêmes, forcément, puisqu'on avait corrigé les précédents. Soit on les avait enlevés, soit on les avait changés de catégorie. Et on a fait ça comme ça 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, le modèle était de mieux en mieux. Ses résultats étaient de mieux en mieux. Et à la fin, on est arrivé à un modèle qui était franchement, j'ai envie de dire, franchement très bon. Typiquement, hein, nous, ce qu'on regarde, c'est souvent le score de non-détection pour un score de détection donné. Donc, par exemple, si on se dit que on accepte, enfin, quand on discute avec un SOC, par exemple, ce qui est critique dans un SOC, c'est les faux positifs, justement. Parce que le nombre de faux positifs va définir le nombre d'alertes, donc le nombre d'événements à traiter, donc la taille de l'équipe. Et donc, par exemple, si on prend un taux de faux positifs de 0,1%, notre premier modèle avait un taux de faux négatifs de 99,6%. C'est-à-dire qu'il détectait 0,4% des fichiers. Autant dire qu'il est nul. Voilà. Le premier modèle. Alors, un taux de faux positif, 0,1%, c'est quand même plutôt très faible hein, en faux positif. Mais donc, en fait, si on demandait un taux de faux positif très faible, eh ben, il détectait quasiment rien. Le deuxième modèle, enfin non, plutôt celui à la fin des itérations, hein, lui, il avait un taux de faux négatif de 38%, c'est-à-dire qu'il détectait plus de 60% des malveillants. Toujours avec ce taux de faux positif très faible. Donc on voit quand même la différence, hein, on est passé de rien, enfin de 0,4% à plus de 60% en termes de détection. Après, hein, voilà, si on s'autorise à augmenter le taux de faux positif, c'est pareil. Hein, à un taux de faux positif de 1%, on avait quand même 12%, enfin on avait plus que 12% de non-détection sur le modèle, le premier modèle qu'on avait entraîné. Donc, voilà, là quand même il arrivait à détecter 80 et quelques pourcents. Et on est passé de 12 à 6% avec le nouveau modèle. Donc là on a divisé par 2 le nombre de non-détection. Donc pareil, c'est quand même une assez bonne amélioration. Donc voilà pour la démarche. Le but pour moi d'expliquer comment on a fait, c'est nous on a fait de la détection de PowerShell. Mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement, la démarche qu'on a appliquée là, c'est-à-dire qu'on prend un modèle de fondation, on prend une problématique, on crée un jeu de données de classification oui/non, on entraîne le modèle, on peut le faire sur plein d'autres choses. Je parlais des emails tout à l'heure, hein, évidemment, sur classer des mails. Même moi, hein, je pourrais me dire, c'est vrai que j'ai l'habitude de classer mes mails avec des répertoires. Mes répertoires correspondent à différentes classifications. Je pourrais me dire, bah ok, bah à la limite, j'ai quelques centaines de mails dans chaque répertoire. Je peux entraîner un modèle qui va faire que ça va les classer tout seul. C'est fondamentalement, c'est pas très compliqué en fait. Donc c'est pour ça qu'on voulait partager cette expérience-là pour inciter les gens à regarder un petit peu ça. Et puis après, nous, ça nous a ouvert énormément de questions. De questions sur, justement, spécifiques sur le PowerShell et sur le caractère malveillant. Et sur qu'est-ce que c'est qu'un PowerShell malveillant. Parce que comme je disais tout à l'heure, hein, s'inscrire en redémarrage de la machine, c'est à la fois malveillant ou pas. En fait, ça dépend du contexte. Et on a beaucoup de cas où, très vite, on arrive au fait que ça dépend du contexte. Et puis, on a découvert d'autres choses aussi, qui étaient assez intéressantes. On a découvert, par exemple, un script qui était détecté comme non malveillant, même dans les dernières itérations, alors que, clairement, tous les antivirus sonnent dessus. Ou même sur Virus Total, par exemple, le truc est détecté de tout le monde. Je me dis, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc on regarde le script, et c'était une commande de, de lancement, alors je sais plus si c'est lancement ou installation, je sais plus, de l'économiseur d'écran Windows. C'est un petit script qui va déclencher l'économiseur d'écran Windows. Mais pourquoi ce truc-là sonne à tous les antivirus? Moi, mon modèle, quand je le regarde, je me dis, bah oui, il sonne pas et c'est normal. Enfin, je veux pas qu'un truc comme ça soit considéré comme malveillant. On est juste en train de lancer l'économiseur d'écran Windows. Et puis du coup, on regarde d'où vient ce fichier-là. Et en fait, il vient du framework Empire. Alors pour ceux qui connaissent le framework Empire, c'est une bibliothèque logicielle. Enfin, c'est un outil logiciel, un peu comme Metasploit. Hein, c'est les deux gros qui sont beaucoup utilisés, qui sont utilisés. Enfin, c'est ce qui est utilisé par les attaquants en fait, Empire et Metasploit. Lorsqu'ils vont avoir un premier accès sur une machine, généralement, ils vont mettre un de ces outils-là, parce que ce sont des bibliothèques qui ont énormément de capacités d'attaque en fait, de rebond, de latéralisation, etc. sur une machine.
Donc évidemment, la présence d'un fichier issu du framework compiler sur quelques machines que ce soit dans un système d'information sain est absolument pas acceptable et est totalement révélatrice de la présence d'un attaquant. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est là que nous, on s'est posé beaucoup de questions, justement, sur qu'est-ce que c'est que quelque chose de malveillant. Et c'est pour ça que pour moi, la conclusion de tout ça, c'est le caractère complémentaire. C'est-à-dire que le job d'un antivirus, c'est de ne pas laisser passer une menace, surtout une menace connue. Et donc, ce que font les éditeurs d'antivirus, en toute logique, c'est que dès qu'ils ont comme ça des empires, des metasploits, etc., tous les fichiers qui sont dedans, ils vont être enregistrés, donc avec leur hash, Shadow 56 ou autre, ou avec d'autres méthodes, pour s'assurer que s'ils retombent, et ils réfléchissent même pas quand ils font ça quelque part, mais s'ils voient ce fichier-là quelque part, ils vont sonner. Et ça, c'est hyper important. Et il faut absolument qu'ils sonnent là-dessus. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est complètement différent. Nous, on a voulu entraîner un modèle à être capable de dire si quelque chose était malveillant ou pas. Et donc, en absolument aucun cas, je ne voudrais qu'il sonne sur un fichier qui, même s'il vient d'Empire, va configurer ou déclencher l'économiseur d'écran sous Windows. Et c'est pour ça que c'est important d'être complémentaire avec d'autres technologies. Et c'est pour ça que c'est important, quelque part, justement, de comprendre aussi les limites de la méthode. La méthode nous permet, certes, de détecter des nouvelles menaces, parce que on va réussir à avoir un modèle qui comprend quelque part ce que c'est quelque chose de malveillant. Donc ça va être très très intéressant en termes de nouvelles capacités. En revanche, ça va jamais se substituer à d'autres techniques qui, elles, vont pas forcément chercher à systématiquement comprendre, mais vont aussi enregistrer des bases de malware, de goodware, etc., pour être capable de le détecter. Donc c'est un petit peu ça ma conclusion, et notamment sur les LLM, c'est pas non plus la solution à tous les problèmes. Ça le deviendra peut-être ou pas d'ailleurs un jour. En tout cas, c'est vrai que je pense que ça va continuer à résoudre de plus en plus de problèmes. Mais clairement, là où c'est génial pour nous, en termes de défense, c'est que ça nous permet vraiment d'utiliser des nouvelles techniques et de passer d'une étape où on codait un peu manuellement, en fait. Il y avait beaucoup de ça, de coder manuellement des heuristiques, des règles, faire des règles Yara, des choses comme ça, d'aller chercher des éléments suspects, tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'industrie, on bascule de plus en plus de ce travail qui est très consommateur en ressources humaines, pour le coup, à justement se dire, OK, on a des données, on a maintenant la capacité d'avoir des modèles, des choses qui n'étaient pas accessibles avant. Et puis c'est pareil, s'il fallait entraîner un modèle de classification malveillant, non malveillant, sans avoir de modèle de fondation qui sache déjà lire du code, en fait, moi, j'ai pas 10 millions de malveillants, 10 millions de bienveillants. Peut-être que Google l'a, avec Virus Total, etc. Oui, ok, ils ont peut-être cette information-là. Mais c'est vrai que, en fait, l'intérêt, c'est que ça permet aussi aujourd'hui à beaucoup plus de monde d'utiliser ces technologies avec beaucoup moins de données, parce que on a de plus en plus de modèles qui sont disponibles, qui sont déjà pré-entraînés, et il reste plus qu'à les spécifier, qu'à les spécialiser, pardon, pour les tâches qui nous intéressent. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est regardez ces choses-là, posez-vous les questions de où est-ce que vous avez de la donnée éventuellement, et quel sujet, quelle problématique quelque part vous pourriez résoudre avec toutes ces nouvelles technologies. Oui, c'est d'autant plus intéressant puisque j'aime beaucoup de l'approche que vous avez utilisée. Puis c'est un peu ça, je crois, qui manque beaucoup dans l'esprit des gens quand ils utilisent ces choses-là, comme ils pensant que c'est magique, qu'on va arriver à tout. Si vous avez une démarche qu'on pourrait qualifier scientifique, c'est que vous avez quand même fait de l'analyse en boucle, rétroactive, justement de savoir pourquoi et de comprendre les forces et de comprendre les limites aussi. Puis ça, si tout le monde faisait cet exercice-là, on serait dans un monde bien meilleur, à mon avis. Mais c'est important de faire cet exercice-là, puis justement, et également partager ce savoir-là. Vous l'avez fait au Six, notamment, là, on le fait sur le podcast, de partager ça, justement, d'inspirer les gens à ne pas juste essayer, mais d'essayer de comprendre pourquoi
ce type d'opération-là arrive. Je le vois aussi notamment au CAID, dans le cadre du European Cyber Week, qui est spécialisé justement sur l'intelligence artificielle, où les chercheurs, dans ce cas-ci un peu plus académiques, viennent présenter l'état de leur recherche par rapport à ce genre de choses-là, justement des conclusions, un peu comme vous faites. Et là, le fait que les modèles, puis ça aussi, c'est le fun, les modèles sont accessibles. Donc, pour quelques dizaines de dollars, vous avez entraîné des modèles, vous avez expérimenté, vous avez des bénéfices business, c'est sûr. Vous avez quand même besoin d'argent un peu pour vivre, donc c'est élémentaire, mais il y a eu un retour business. Et ça, tout le monde pourrait avoir ce type de choses-là, ce type d'amélioration. Puis j'aimerais voir la suite de vos recherches parce que j'imagine que vous n'arrêterez pas là, vous allez aller plus loin. Parce que, tu sais, normalement aussi, puis les questions que j'ai qui sont connexes, normalement, quand on fait ce genre d'analyse, on va avoir des grilles de chaleur qu'on va mettre sur les textes et on va voir comment l'intelligence artificielle, où son regard, où l'intelligence artificielle regarde et pourquoi son regard est attiré à tel endroit. Et donc, de tirer des conclusions sur, OK, ben, il va regarder tel genre de syntaxe, il va regarder tel genre de mots, il va regarder tel genre d'éléments dedans. Donc, il va spécifier, surtout dans un modèle fondamental spécifique, qu'il y a des billets qui lui sont propres. Il sait lire du code, mais est-ce que c'est suffisant pour faire ce que vous voulez faire jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on va détecter l'intention? Cet analyseur-là ne détecte pas l'intention, un peu comme tu mentionnais justement, avec le fait quand on déclenche un écran de veille, ben ça soulève rien parce que c'est une activité qui est légitime, mais qui n'est pas mise en contexte. Donc, tous ces éléments-là vont être intéressants de poursuivre dans vos recherches et de justement et j'espère continuer également le partage de ces informations-là parce que c'est un champ nouveau qui, même si malheureusement beaucoup de gens ont peur, mais devraient jouer avec ces modèles-là. Il y a même des suites graphiques qu'on peut utiliser pour télécharger le contenu de Hugging Face, par exemple. On prend un modèle de Hugging Face, on le met dans un modèle qui est visuellement attrayant, qu'on n'a pas besoin de connaître énormément de code et on est déjà capable de commencer à se faire une tête sur le fonctionnement de ces éléments-là et de faire des expérimentations un peu comme vous avez fait avec un nombre assez restreint de codes dans l'occurrence. Oui. C'est vrai, par rapport à ce que tu dis, on n'est pas allé sur le détail de comment fonctionne notamment le modèle Transformer, qui est un modèle qui fait ce qu'on appelle de l'attention, donc avec de la capacité à porter son attention sur des éléments, quelle que soit leur place dans le texte, etc. C'est vrai qu'on entend beaucoup que dire que on sait pas expliquer l'intelligence artificielle, on sait pas comment ça marche, etc. Il y a quand même de plus en plus de moyens aujourd'hui de comprendre le fonctionnement d'un modèle, comme tu dis. Nous, on l'a quand même un peu utilisé en boîte noire en regardant le résultat et en disant voilà, on va corriger notre dataset grâce au résultat, etc. Mais évidemment, il y a aussi pas mal de choses à faire sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, si vous voulez, voilà, est-ce que vous allez partager plus, tout ça, évidemment, nous c'est notre objectif. Et je vous invite à regarder justement dans le cadre du STIC. On a fait une publication justement associée, donc on a publié justement toute la démarche, etc. Donc on a fait un travail de rédaction assez conséquent là-dessus, et ça est normalement à ma connaissance doit être disponible sur le site du STIC. Donc je vous invite de regarder et on le mettra en commentaire sur les différentes publications le lien vers l'article complet où vous pourrez retrouver un peu ce que j'ai expliqué aujourd'hui avec plus de détails sur les résultats, les exemples aussi. Des scripts PowerShell qui ont marché ou pas, qui étaient mal détectés, et puis aussi toute une partie sur tous les travaux futurs qu'on a prévus, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des choses sur les comment utiliser d'autres modèles, utiliser aussi regarder un peu côté désobfuscation. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses est-ce qu'il ne faut pas ajouter de la désobfuscation avant aussi. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on a encore évidemment des améliorations à trouver. Tout ça est très chouette. J'ai hâte de voir les suites d'ailleurs. J'espère que tu vas venir les partager avec nous, ces prochaines suites-là. Pour le moment, félicitations pour la présentation au Styx. J'ai hâte de voir les suites, tout ça. Puis c'est toujours un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup à toi. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. On était, je pense, sur une session assez technique aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez appris des choses.